Gwen. Alors, pour la primaire de la gauche, j'ai pris quelques notes. Ça, c'est pour Ruffin. Ça, c'est pour les écolos. Ouais. PS1, PS2, PS3, PS4. Et ça, c'est pour la PS Vita. Bon courage. Ok. Et puis moi, tiens, je t'ai fait un tableau récap. Bon courage à toi. Bonjour et bienvenue dans le récap. Un tout petit mot avant de commencer parce que l'heure est grave. Le média pourrait bien disparaître dans les semaines à venir. Pour nous sauver, nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels et ce, avant le 30 juillet. Alors, en vue de 2027, aidez-nous à continuer à vous informer. Permettez au premier média télé indé de France d'exister. Pour ça, rendez-vous sur cap-sur10k.lemediatv.fr. Nous sommes le mercredi 3 juin et aujourd'hui, il faut que je vous avoue, je me suis mise dans une galère avec mon sujet. Vous voyez, je vous préviens, va falloir me suivre parce que même moi, j'en perds mon latin à force de circonvolutions incessantes. Enfin bon, faut bien, Allez, je me lance. Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde merveilleux de la primaire de la gauche. Enfin, la gauche, celle qui veut s'unir et proposer un candidat commun tout en sachant que c'est un vœu pieux puisqu'elle ne réunit de toute façon pas toutes les factions de la dite gauche. Cette primaire de la gauche unie, personne ne sait vraiment si elle verra le jour. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'y avais consacré un épisode entier du récap le mois dernier après le meeting unitaire à Paris. Vous savez là, celui où Marine Tondelier avait flop. Mais si, là, attendez, je vous la remets. Nous sommes en 2026, ça fait 90 ans, et ça... Alors attendez, on va le refaire, ils étaient pas prêts. Merci à toi. Nous sommes en 2026, et ça... Donc, la primaire de la gauche serait envisagée pour l'automne, mais rien n'est fait. Puis tous les 15 jours, les observateurs les plus aguerris la disent déjà enterrée. Mais ses partisans, à savoir Marine Tondelier, Clémentine Autain, François Ruffin, Olivier Faure ou encore Benjamin Lucas, ils font des pieds et des mains pour la maintenir en vie coûte que coûte. Mais le massage cardiaque est quand même un peu chaotique. Puis face à eux, il y a celles et ceux qui veulent pas en entendre parler, à commencer par Jean-Luc Mélenchon, le candidat insoumis, mais aussi Fabien Roussel, des communistes, Nathalie Arthaud, de Lutte ouvrière, ou le nouveau venu dans la danse, Anas Kazib, de Révolution permanente, pour ne citer que. Alors eux, ils ont tranché la question, il n'y aura pas de primaire au programme, au moins c'est carré, comme dirait le vieux. Et puis il y a aussi ceux qui font leur petite cuisine de leur côté. Ça, c'est Raphaël Glucksmann de Place Publique, Yannick Jadot, l'écolo, Boris Vallaud ou encore François Hollande, les socialos. Bon, globalement, faut pas s'arrêter aux étiquettes. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est les gros droitards de cette histoire. Voilà, c'est plus simple. À ce stade, on va pas y aller par 14 chemins. Alors, eux aussi, il leur arrive de parler d'une primaire, mais c'est pas celle de Faure, Tondelier et compagnie, et puis on sait pas trop ce que c'est. Enfin, c'est encore une autre, juste pour eux, où on n'est pas trop sûr, un coup ils veulent plus. Bon, bref, on n'en sait rien. Et puis tout ça, ça se fait en manœuvrant quand même en sous-main dans leurs partis respectifs pour garder des petits enjeux d'influence quand même, faut pas déconner. Bref, quand je vous dis que c'est le bordel, c'est le bordel. Et comme c'était déjà pas assez compliqué comme ça, vous en conviendrez, Olivier de Faure vient de nous pondre une idée géniale par là-dessus. Oui, géniale. Une primaire pré-primaire. Voilà, un genre de phase de poule, là, diraient les plus sportifs d'entre vous. Alors, attendez, je vous explique, parce que c'est encore un peu flou, cette affaire. Donc, vous voyez, Olivier Faure, c'est le chef du PS. Il a conservé sa place un peu in extremis au dernier congrès. Et il fait quand même face à pas mal de vents contraires en pleine tronche. On est quand même assez loin du chef incontesté. Alors évidemment, ça tombe mal. Pile quand se présente la présidentielle et qu'il est premier secrétaire. Bon, quitte à choisir, il aurait quand même préféré faire une retailleau et être désigné automatiquement comme le candidat du parti sans autre concurrent. C'est plus simple. Mais c'est pas vraiment l'ambiance en ce moment chez les sauces. Il y a du monde pour lui mettre des bâtons dans les roues, à commencer par son adversaire du dernier congrès, Nicolas Maillère-Rossignol, le maire de Rouen, arrivé quand même second à 40% des suffrages contre 42 pour Faure. Mais il y a aussi Boris Vallaud, le soutien critique. Lui, il était arrivé troisième au congrès avec seulement 17%, mais il avait finalement décidé de se rallier à Olivier Faure. Mais depuis, les relations sont un petit peu gâtées, les désaccords stratégiques se sont accumulés
et le divorce a été officiellement consommé. Il y a quelques semaines, lui, Boris Vallaud, et l'ensemble de son courant ont claqué la porte du bureau national du PS. Une perte sèche de 24 membres, dont 21 secrétaires nationaux tout de même, alors qu'il n'a pas entraîné la chute d'Olivier Faure, mais qu'il l'a sévèrement fragilisé et isolé. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Et puis on pourrait aussi parler de François Hollande, tant qu'on y est, parce que lui non plus, il l'avait pas vu venir, Olivier Faure. En 2024, quand monsieur le président normal, tellement impopulaire qu'il n'a pas pu se représenter, frappe à la porte comme un pauvre malheureux pour gratter sa circo-corésienne, personne se méfie. C'est ça avec les petits vieux. Quelle grossière erreur. Il a mis le pied dans la porte, profité du NFP et maintenant, voilà qu'il se voit pousser des ailes et qu'il veut reposer ses cartons au palais de l'Élysée. Bref, tout ça pour dire qu'Olivier Faure, il est sacrément en galère en ce moment et que ça tombe pas super bien pour lui niveau timing. Alors pour faire face à ça, il tente des trucs. Et son dernier truc, c'est de rajouter une phase de poule chez les SOSDEM. Bon, c'est pas compliqué. Avant d'aller à la grande primaire unitaire, Olivier Faure, il veut commencer par départager les candidats de, je cite, l'espace de la gauche socialiste et social-démocrate. C'est ce qu'il a dit. En gros, c'est l'EPS plus Raphaël Glucksmann. Cherchez pas à comprendre ce qu'il fout là, lui tout seul, alors qu'il est avec ses potes à côté, normalement. On sait pas, c'est le bordel, moi je vous le dis. Toujours est-il qu'Olivier Faure, il veut que ses militants et ses sympathisants désignent un candidat de leur camp pour ensuite que celui-ci se mesure aux autres candidats de leur camp élargi, la gauche unitaire. Et puis ensuite, le candidat de la gauche unitaire, il pourra aller se confronter aux autres candidats de la gauche pas unitaire, mais aussi les autres, tout aussi nombreux, sur la ligne de départ pour 2027. Et probablement que ça s'arrêtera là, mais ce sera super. À ce rythme-là, la campagne, elle risque de commencer après l'élection présidentielle, mais en attendant, quand même, il faut le dire, le spectacle ressemble surtout à une réunion de copropriété géante. Beaucoup de discussions, beaucoup d'ego. Et surtout une efficacité qui reste à démontrer, un spectacle assez pathétique, pas toujours mal intentionné, certes, il faut le dire, volonté d'union, ok, mais pathétique quand même. Et pourtant, il y en avait un qui semblait quand même assez lucide dans tout ça, enfin c'était il y a 8 ans. Si je devais comparer le Parti socialiste à un bus, ce serait un bus où tous les dirigeants se disputent le volant, où tous les copilotes sont sur le côté avec chacun une direction. Et comment voulez-vous mettre vos enfants dans ce bus-là ? Est-ce que vous avez envie de les mettre dans ce bus-là ? La réponse, effectivement, c'est non. Et la grande idée là de primaire pré-primaire d'Olivier Faure, ils en pensent quoi les autres ? Oui, on se demande. Sans surprise, Marine Tondelier, elle est contente. De toute façon, elle est toujours contente, même quand c'est pas utile d'être contente. Alors elle trouve que les SOS, ils avancent et que c'est bien, et qu'eux aussi, ils ont le droit de d'abord sélectionner leurs candidats en interne, tout ça, c'est super. Alors elle trouve que les SOS, ils avancent et que c'est bien, c'est positif, que les Verts aussi, ils ont d'abord sélectionné leurs candidats, elles, en interne, tout ça, c'est super. Bon, Marine Tondelier, elle nous précise pas que dans son cas, si elle a bien été largement désignée par ses militants, ça se bousculait pas vraiment au portillon pour la concurrencer. Face à elle, il y avait un seul candidat, un illustre inconnu, conseiller municipal à la Garenne-Colombe. Enfin, c'est pas vraiment comparable avec le chemin de croix d'Olivier le Maudit, tu vois. Alors, du côté de chez Place Publique, par contre, l'accueil est un peu plus froid, il faut le dire, peut-être même dire glacial. D'après les infos du journaliste politique de l'opinion, Antoine Oberhof, toujours bien renseigné, il faut le dire, un cadre de Place Publique aurait commenté « Depuis 1 an, nous disons que nous sommes contre la primaire, ça n'est pas pour finir avec 2 ». C'est ce qu'on appelle un gros râteau. Mais les socialistes, vous le savez, sont de grands optimistes. La preuve, ils font encore confiance à la Macronie, donc c'est dire. À moins que ce soit juste de gros forceurs, je sais pas vraiment, mais enfin, toujours est-il qu'avant d'essayer de retourner Glucksmann, il faudra déjà convaincre les militants PS. Olivier Faure, il leur proposera de se prononcer justement sur cette stratégie pour l'élection présidentielle le 9 juillet au plus tard. Et la primaire pré-primaire, si elle existe, devrait avoir lieu à la rentrée ensuite. Et la primaire post-pré-primaire, si elle existe, arriverait dans la foulée à l'automne. C'est bon ? Vous l'avez ?
Et avant de continuer avec le reste de l'actualité, je vous rappelle notre objectif, 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet pour sauver le média, le premier média télé indé de France. Il ne peut quand même pas disparaître juste avant 2027. Vous avez vu, on en aura besoin pour commenter. Alors aidez-nous, c'est à partir de 5 € par mois et c'est défiscalisable. Pour ça, rendez-vous sur cap-sur-10k.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Et puis vous le savez, si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, et je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Les chaînes d'information continuent parlent presque sans arrêt des violences perpétrées samedi par de dangereux émeutiers après la victoire du PSG lors de la finale de la Ligue des Champions. Mais ces mêmes chaînes ont beaucoup plus de mal à condamner les violences policières qui y ont eu lieu. Et pourtant, on l'a appris aujourd'hui, un policier jugé ce mardi en comparution immédiate a été condamné à 14 mois de prison ferme et a été immédiatement incarcéré. Le prévenu, âgé de 24 ans, a été reconnu coupable d'avoir braqué dans la nuit de samedi à dimanche un automobiliste avec son arme alors qu'il était hors service. Le policier explique avoir été ivre au moment des faits. Dans le même temps, et toujours à l'occasion des célébrations de samedi soir, 2 enquêtes ont été confiées à l'IGPN pour des blessures sur 2 mineurs. Lundi soir, le député de LFI de Seine-Saint-Denis, Thomas Porte, avait posté la vidéo d'un autre mineur âgé de 13 ans. Et selon lui, il a été éborgné par un tir policier du LBD à Bobigny. Dans la même manière, un deuxième mineur âgé de 14 ans aurait lui aussi été gravement blessé à l'œil à Fontenay-sous-Bois cette fois, rapportent des sources concordantes à BFM et RTL. Notre journaliste Lisa Lapp est allée demander justement au ministre comment de telles violences policières ont pu être permises à la suite de la confrontation. On écoute. Pour ma part, je n'utilise pas le terme de violence policière. Si pour autant il y a eu des comportements inappropriés qui peuvent être choquants, je ne le confirme pas, je n'en ai pas la confirmation. Vous savez que c'est une institution qui est extrêmement contrôlée et donc les procédures seront suivies le cas échéant. Je n'ai aucun doute là-dessus. J'alerte juste sur une chose. N'opposons pas les jeunes qui étaient... N'opposons pas nous, responsables politiques, médias, la police au comportement qu'on a pu voir dans la rue et n'inversons pas le sens des responsabilités. Mais la police a quand même une responsabilité dans le fait d'être exemplaire aujourd'hui. La police a un devoir d'exemplarité et elle est à cet égard extrêmement contrôlée. Hier soir, par 369 voix pour et 178 contre, les députés ont adopté en première lecture le projet de loi d'urgence agricole, un texte jugé catastrophique par une partie du monde paysan et par les associations environnementales, mais qui est considéré comme une victoire par la coalition gouvernementale qui a reçu le soutien du Rassemblement national. Pour la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, c'est une étape décisive et un texte qui apporte une réponse concrète aux agriculteurs, une réponse en particulier aux agriculteurs de la FNSEA, pour être très précis. Parmi les mesures défendues par la ministre de l'Agriculture, la facilitation d'implantation des bassines de stockage d'eau, l'allègement des contraintes administratives pour l'agrandissement de bâtiments d'élevage ou encore la possible augmentation du nombre de tirs mortels sur les loups, des mesures jugées dangereuses par les gauches. On vote contre pour 2 raisons principales qui sont d'abord la construction de ces méga-bassines qui interrompent le cycle de l'eau et qui aggravent le problème plutôt que de le résoudre. Et puis également parce que ça va faciliter la possibilité pour le gouvernement d'agrandir des élevages industriels déjà énormes. Et là, pareil, ça pose d'énormes problèmes. Malheureusement, nous constatons ici, à travers ce projet de loi, que la droite a préféré déréguler le droit environnemental et à privilégier la défense de la compétitivité à la nécessité d'une meilleure régulation économique. Des positions par ailleurs partagées par la Confédération paysanne qui déplore de son côté une loi qui privilégie les lobbies de l'industrialisation de l'agriculture et qui ne s'attaque pas aux réelles crises du monde agricole. Des petites victoires de la gauche et tout de même l'instauration des prix planchers dans les négociations commerciales entre
entre les agriculteurs et les industriels. À voir maintenant si cet amendement est maintenu lors de son passage au Sénat le 29 juin prochain. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et puis vous le savez, un rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr pour devenir un de nos 10 000 donateurs mensuels et sauver notre chaîne avant le 31 juillet. Grand merci et très bonne soirée sur le média.